fédération parce qu'il y en a plusieurs qui la connaissent déjà comme présidente du groupe arboréal. Mais elle est bien plus que ça. Vous allez le découvrir avec sa conférence. Alors, à vous, madame. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. De vous raconter ma vie, alors je vais faire mon possible. Pour vous situer un peu. Mais on va parler, je suis née en Tchécoslovaquie ici, ensuite l'Autriche, ensuite je suis allée en Afrique du Sud, je suis retournée en Autriche, je suis allée au Canada, en Angleterre et au Canada. Alors là, on va commencer avec la période avant la Première Guerre mondiale. C'est important pour que vous compreniez le contexte de quand moi je suis née. Alors mes parents sont donc nés, mon père en 1900, et c'était l'Empire austro-hongrois. Tout ça, c'était un pays sous le règne de l'empereur François-Joseph, et l'administration se faisait en allemand, mais il y avait des peuples, des Hongrois, des Slaves, toutes sortes de peuples qui d'ailleurs ont tous éclaté après la Première Guerre. Mais ça explique que moi, je suis née déjà d'une famille mixte parce que ma mère était hongroise, mon père était tchèque, mais mon nom de famille qui est Palfi, c'est un nom hongrois, donc c'était un mélange en partant. Et en plus, je suis issue d'une famille aristocratique. Alors ça, c'est mon père avec sa mère et ses 3 sœurs dans le château familial qui se trouve un peu au sud de Prague. Alors ça, c'est le contexte. Là, moi j'arrive en 41. C'est pas une bonne année pour arriver au monde, mais voilà. Et j'arrive donc à Prague. Et en 1941, c'était un protectorat allemand. Il n'y avait plus de Tchécoslovaquie. Pourquoi un protectorat allemand? Parce que en 1938, Hitler est allé à Munich avec Chamberlain, puis Daladier, et ils ont dit, si tu veux, tu peux prendre des parties de la Tchécoslovaquie qui parlent allemand. Parce qu'il y avait beaucoup de parties qui parlaient allemand. Et donc, ils ont décidé que, il peut prendre cette partie-là, puisque de toute façon, les gens parlent allemand, ça ne va pas faire trop d'histoire, c'est un bon gars, on va le laisser faire. Alors, toute cette partie ici dans le nord, qui était industrielle et importante pour les Tchèques, ont été comme attribuées à Hitler comme ça. Alors, quand les Tchèques, ils se sentaient trahis, ils ont démobilisé, parce qu'ils avaient déjà mobilisé, même qu'on a tout évacué ma famille ailleurs, pour être plus loin du front, etc. Mais quand ils ont vu qu'ils n'auront pas d'aide, ils ont démobilisé, parce qu'ils ont dit tant qu'à faire, on va se faire avaler, inutile de mourir et se faire avaler en même temps. Donc, Hitler est rentré et il ne s'est pas contenté des contrées qui parlaient allemand, il a pris ce qui est maintenant Czech Republic, il a pris l'Autriche, il a pris tout ça. Donc c'est comme ça que je suis née dans le protectorat allemand. La maison, ils ont pris les meubles, tous les objets de valeur, tout a été emporté. Et on était classés, notre famille, comme des Reichsdeutsch, ça veut dire que c'est une espèce de 2e classe d'allemand. Ça aussi c'est important, parce que quand la guerre était finie, on était classé allemand et on était dans la République tchèque. Alors on était toujours du mauvais bord. C'est ça que ça vient. Alors voilà, ici quelques photos qui ont été prises devant la maison. Je ne me rappelle évidemment pas. Et si je peux vous montrer ces photos, c'est grâce à une chance. Moi-même, je les ai vues pour la première fois en mai cette année, parce que nous sommes partis sans album de photos, il faut bien dire, et donc j'en avais pas des photos de moi quand j'étais petit. Et il y avait une dame qui est allée dans les archives du village, et là elle a trouvé les albums de photos de notre famille. Et elle a pris sur elle avec son appareil photo, elle a pris quelques clichés et les a envoyés à mon frère. Et maintenant c'est facile d'envoyer, il a trouvé son adresse, je ne sais pas où. Donc c'est des photos vraiment que je ne connaissais pas. Alors ça c'est ma soeur et mes 2 frères et moi. Moi je suis la plus jeune de 4 enfants. Et ça encore c'est moi. Et puis
là on joue, on avait toutes sortes. C'était très bien. Les Allemands nous ont mis dans une partie du château, on n'avait pas le droit d'utiliser tout, mais ils n'ont pas touché, on était bien. La famille, ils n'ont pas touché. Jusqu'en 1944. En 1944, ça a commencé, ça c'est moi. C'est bien de montrer que j'étais cute parce que ça m'a servi un peu. Alors en 1944, il y avait un attentat sur Hitler qui était fait par des aristocrates entre autres. Il a pris ça beaucoup en grippe et la guerre allait très mal pour les Allemands. Alors ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient et ils ont conscrit mon père, ils l'ont envoyé au front. Donc en 1944, mon père est parti sur le front russe, puis on n'a plus eu de nouvelles pendant longtemps. Et là, ma mère était là avec les 4 enfants, on attendait. Et là, c'est le premier grand coup de chance qu'on a eu. En 1945, la guerre est finie, et là, les Alliés rentrent. Okay? Et ma mère a dit, allez voir sur le mur, allez voir qui va arriver avant. Il avait peur que les Russes arrivent avant les Américains. Mais pour notre chance, c'est bien les tanks avec l'étoile qui sont arrivés les premiers. Donc, le capitaine O'Brien est venu avec tout son bataillon, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, et ils ont mis leur quartier général dans la maison. Et ça, c'était très bien parce qu'ils m'ont donné du chewing gum, ils m'ont donné des bonbons, ils m'ont donné des cannes de jambon pour ma mère, des cigarettes pour ma mère. En tout cas, ils étaient bien corrects. Et la deuxième très grande chance qu'on a eue en 1946, c'est que ma mère a eu, par le biais de la Croix-Rouge, elle a eu mot que mon père était numéro 1 vivant et numéro 2, qu'il est allé en Autriche dans une maison de chasse que le grand-père avait. Et il a dit à ma mère, si c'est possible, il faudrait que tu sortes parce que la Tchécoslovaquie va être prise toute par les Russes et on serait beaucoup mieux d'être de l'autre côté. Mais sauf que là, on était en house arrest dans notre maison, on était loin de Prague et elle n'avait absolument pas idée comment elle aurait pu aller d'abord de la maison jusqu'à Prague et ensuite Prague, il fallait aller à Salzbourg et la maison de chasse, elle était là. Alors, pour le train de Prague à Salzbourg, elle avait des contacts, c'est une des chances qu'on a eu de connaître beaucoup de monde avant la guerre, avec le nom du pape. Pas moins que le nom du pape, il lui a dit qu'il peut lui procurer un billet de train pour aller à Salzbourg, mais il faut qu'elle se rende à Prague. Alors elle est allée voir le capitaine O'Brien et elle lui a dit voilà mon problème. Et il a dit pas de problème madame. Il a pris une ambulance de l'armée américaine. On est tous entrés en ambulance avec ma grand-mère, avec le chien. On a mis les gyrophares et pouf, on est parti. Alors c'était première classe, notre fuite était première classe. On arrive à Salzbourg et de Salzbourg, il y avait un truck comme on dit, puis nous on était en arrière du truck. Et on est arrivé, ça c'est la maison de chasse. Vous voyez, c'est des vallées très encaissées. Ici il y a un petit village où il y avait mon école, et ici il y a un peu plus grand village où il y avait l'église. De ce village à la maison, c'était 10 km, jusqu'à l'école, c'était 4 km. Et puis on arrive donc là, et c'est ça la maison. La place, elle est super. La maison est grande parce que la construction des paysans dans cette contrée-là, le devant, c'est pour les gens. Alors, le grand salon, les gens pour coucher. Mais toute l'arrière, c'est des tables, et en haut des tables, c'est la grange. Sauf que dans cette maison, il n'y avait pas d'étable, il n'y avait pas de grange, il y avait plein de chambres, parce que quand le grand-père venait, il venait avec ses amis et je ne sais pas quoi. Sauf qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, et il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait rien. Ça, c'est encore une fois, c'est une photo de la vallée, vous voyez que, point de vue beauté, ça ne manquait pas. Et donc, beaucoup de ça appartenait au grand-père pour la chasse, parce que lui, c'est ça qu'il faisait, il faisait de la chasse. Mais quand nous sommes arrivés, la chasse, ça ne donnait rien. Il n'y avait personne qui payait pour aller à la chasse. Le bois, le coup de bois, apparemment, ne valait rien. Donc, c'était vraiment très dur pour faire une vie.
Et là, je vous ai trouvé quelques photos qui sont d'un livre pour vous montrer un peu comment c'était, parce que moi, j'ai pas de photos à moi. Alors ça, c'est une hutte tout à fait typique des alpages. On venait là au printemps avec les jeunes vaches et quelques vaches à lait. Et ils restaient là tout l'été pour faire paître les veaux, les jeunes vaches, je ne sais pas comment on les appelle. Et puis ils faisaient du fromage, du lait, etc. Et ça, tous les paysans avaient une maison comme ça, plus loin. Donc nous, on était la dernière maison de la vallée, mais derrière nous, dans la vallée, il n'y avait que ça. Ça, c'était comme on en faisait du foin. Alors toute ma jeunesse, toutes les vacances, personne jouait. Il n'y avait pas de jeu. On travaillait. Dès qu'on pouvait marcher, on avait une job. Alors, on faisait le foin avec ces grandes fourches en bois. Et puis, on l'empilait sur un wagon de bois, là. Il y a une autre photo avec les bœufs. Alors, on faisait ce grand truc. C'était un art d'empiler le foin. Là, on mettait un morceau de bois en haut. Avec les cordes, on le serrait. Et puis, on l'amenait à la grange. À la grange, il fallait mettre ça dans la grange, et nous, les enfants, on prenait le foin, puis on le tassait dans les coins. Il ne fallait pas avoir le rhume de foin. D'ailleurs, ça n'existait pas, personne n'était allergique à rien. Ça, c'était les faux. Alors, même mon père, tout le monde, on coupait avec ça. Il n'y avait pas de machine pour faire couper le... Alors ici, c'est déjà un peu plus avancé. Ça, c'est une machine pour tourner le foin. C'est mon père qui est assis là avec le cheval. Alors ça a éliminé de faire ça avec le râteau, mais il restait quand même qu'une fois tourné, il fallait le ramasser en petits rangs et après ça, il fallait justement commencer à l'entasser sur l'espèce de wagon pour l'amener à la grange. Et si entre-temps il y avait de la pluie, alors il fallait accrocher le foin pour le refaire sécher sur des espèces de clôtures en fil de fer. Et ensuite, il fallait le réétaler pour le sécher. Alors, ça fait que on était très occupés avec le foin. En hiver, par contre, on était occupé avec le bois, puisque toutes les maisons étaient chauffées au bois. L'hiver était presque entièrement consacré au bois. Et vous voyez l'espèce de sleigh qu'on utilisait pour transporter les bûches. On n'a pas des rivières pour faire la drave comme ici, ça se faisait tout à cheval avec les outils qui ressemblent beaucoup à ceux qui sont dans le musée historique ici à Saint-Donat. Ensuite, la prochaine photo, c'est mon école. Alors ça, c'est évidemment très important. C'est pas toute la maison qui était mon école, mais seulement les deux fenêtres en bas à gauche. Et on était les 8 classes dans la même bâtisse, un peu comme vos écoles de rang ici. Et cette école-là se trouve à 4 kilomètres de ma maison. Et donc, il fallait tous les matins prendre le chemin à pied, les 4 kilomètres. Plus, pour manger chaud à midi, il y avait un paysan qui a accepté de me nourrir à midi, mais il était quand même à 1 kilomètre. Donc, ça me faisait un minimum de 10 kilomètres par jour à marcher. Et il faut dire aussi qu'en hiver, il faisait encore noir à 7 heures du matin, et vu qu'on était la dernière maison dans la vallée, très souvent, il y avait personne qui avait encore ouvert le chemin. Alors, des fois, c'était un peu épeurant parce que les arbres étaient tout enneigés, ils avaient l'air comme des fantômes. Je me racontais plein d'histoires. Et puis aussi, ce qui était un peu difficile, c'est que malgré que je parlais donc l'allemand, je ne parlais pas du tout le dialecte du coin. C'était très différent et j'avais même la difficulté à les comprendre. Et donc, vu que les enfants, on veut toujours être comme tout le monde, je me suis forcé à très vite apprendre le gros dialecte du coin pour ne pas sortir du lot. Et finalement, j'ai passé une très belle enfance là. Tous mes souvenirs de mon enfance sont finalement reliés à ces 4 années. Moi, je ne suis pas resté 8 ans dans cette école, je suis resté 4 ans parce qu'après 4 ans,
Si on veut avoir une éducation un peu plus élevée, il faut changer d'école et il n'y en avait pas dans notre coin. Donc, j'étais envoyée chez les Sœurs du Sacré-Cœur à 7 heures de train de chez moi. Une photo de moi avec le chien que j'aimais beaucoup. Et puis, la famille est assise sur le pré. La petite chapelle est à côté de la maison. Il y a beaucoup de fermiers qui ont une chapelle à côté de leur maison. Et puis la dernière photo, mais c'est nous quatre, mais un peu plus âgés que la première photo que je vous ai montrée. Alors en 1952 vient le prochain grand changement dans ma vie. Et c'était que mon père a décidé d'émigrer en Afrique du Sud. Vu que la vie était quand même très dure en Autriche et qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens d'envoyer les grands à l'école, il pensait que c'était mieux pour la famille d'accepter un poste de gérant sur une très grande ranch en Afrique du Sud. Alors, on a pacté bagages et nous sommes partis sur un bateau qui partait de Southampton en Angleterre. Et le bateau a pris à peu près 2 semaines pour se rendre au Cap, en Afrique du Sud. Et pour moi, c'était une grande aventure qui était très amusante parce que j'ai pu voir des gens qui étaient bien habillés, qui avaient des talons hauts, qui étaient maquillés avec les yeux bleus, des cils. J'avais jamais rien vu de tout ça. Alors, mon plus jeune frère et moi, on s'est beaucoup amusés sur ce bateau. Et puis au Cap, on a pris le train qui a pris à peu près 24 heures au moins, je pense, pour se rendre à Johannesburg. Et ça aussi, c'était une expérience parce que ce train-là, il traverse le désert du Kalahari. Alors pour quelqu'un qui venait des montagnes, c'était une expérience de voir le désert. Une très belle expérience d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, j'ai une grande attraction pour les paysages désertiques. Et rendu sur l'Orange, c'était un peu un désappointement parce que le pays était complètement plat. On avait une énorme maison qu'on n'a pas vraiment habitée, on a juste pris un petit bout. Et puis, il n'y avait donc pas de jungle, pas de lions, pas d'antilopes, il n'y avait que du maïs et c'était très plat. Mais il y avait aussi des chevaux. Alors, à ce qui me concerne, c'était le paradis parce que j'ai appris à faire du cheval, j'ai adoré ça. Il y avait aussi une piscine, c'était amusant. Ma sœur qui travaillait à Johannesburg, elle venait avec ses amis, c'était amusant les fins de semaine. J'ai trouvé ça tout à fait à mon goût. Et aussi l'école c'était encore une fois des sœurs, mais beaucoup plus, mettons, libérale que les sœurs du Sacré-Cœur en Autriche. On avait, dans le couvent, on avait des courts de tennis, on avait des piscines, on avait des arbres fruitiers. C'était très agréable, sauf que, évidemment, il fallait que j'apprenne la langue parce que là, je comprenais rien du tout. Et il fallait pas apprendre seulement l'anglais, mais aussi... Et en plus, comme deuxième langue, il fallait apprendre le Afrikaans, qui est un genre d'anglais baptisé. Et je me rappelle surtout une fois, c'était donc le cours de maths. Mais je dis, bon, ok, il y avait 3 chiffres additionnés. Il y a 3 colonnes, il y a 3 chiffres seulement. Et puis, j'arrivais pas. J'ai dit, mais je ne suis pas quand même tombé sur la tête. Il y a 3 chiffres, ça fait 25. Pourquoi tout le monde a autre chose? Je ne comprenais pas, c'était frustrant. Au bout, je suis rentrée à la maison en fin de semaine. Je dis, comment ça se fait que je n'arrive pas à additionner 3 chiffres? Ah, ils m'ont dit, parce que si c'est des shillings, il faut que tu divises par... Ça, c'est des pennies, il faut que tu divises par 12 pour trouver les shillings. Les shillings, il faut diviser par 20 pour trouver des pounds. Et les pounds, si c'est 21, ça fait un guinea. Oh, ça, c'est juste l'argent. Quand vous êtes dans les yards, c'est des choses, c'est pas mieux. Quand vous êtes dans les pentes et les quarts, c'est des machins trucs. Donc, mais on avait des cahiers d'école en arrière, il y avait comme une liste. Alors j'ai compris que tu peux le regarder. Il y a tant de quarts dans une pinte et tant de machins, miles, des yards. Mais au début, c'était un peu frustrant. Mais ça va quand même vite. Heureusement, en enfant, ça va très vite. J'ai fait 3 années dans 3
différents degrés dans une année. Et juste avant de repartir, mais j'étais rendue à high school, puis c'était le fun, on apprenait le latin, j'étais tout content. Bon, mais ça n'a pas duré, parce que mes frères, qui étaient, attends, je n'ai pas fini, mes frères qui étaient donc plus âgés que moi, mon grand frère a 10 ans de plus, donc il avait 23 ans, lui il a dit, ce pays-là, avec l'apartheid, je ne veux rien savoir, je ne vais pas faire ma vie ici, je préfère nettoyer les rues en Autriche que de faire ma vie ici. Et mes deux frères sont partis. Alors mon père a dit, ben, moi je suis venu ici pour mes fils, si mes fils ne veulent pas, je vais partir aussi. Et ma soeur, en attendant, elle se trouvait son beau Hollandais, elle est restée en Afrique du Sud, elle s'est mariée. Alors je suis retournée seule avec mes parents, et puis finalement, à partir de ce moment, j'étais presque enfant unique parce que les autres étaient tout le temps partis. Mais moi, évidemment, j'étais envoyée chez mes chères sœurs du Sacré-Cœur, qui étaient à 7 heures de route de train de la maison. Et puis c'était très bien, j'ai quand même eu une bonne éducation, mais ce n'était pas une éducation qui amenait à des études supérieures. C'était pour éduquer les filles de bonne famille. Donc on apprenait les affaires plates, là. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que il fallait que je sois dans un couvent parce que je ne peux pas aller dans un appartement à cet âge-là. Alors j'ai fait mon affaire. Quand c'était fini, je dis qu'est-ce que je vais faire? Là, je trouvais à Vienne. Oui, ça montre un peu, justement, ça c'était donc Noël. Et puis l'importance des livres dans notre maison. Il n'y avait pas de bibliothèque à l'école. Je pense que maintenant il doit en avoir une, je ne sais pas, mais j'ai jamais entendu parler d'une bibliothèque. Donc tous les Noëls, c'était des livres. Et puis, il y a un autre de cette époque. Ah oui, puis là je vais vous montrer, ça c'est nous, mais beaucoup plus tard. Non, c'est ça. Donc mes deux frères et ma soeur. Et puis la maison aussi plus tard, pour voir que c'est encore la même maison, il y a encore la chapelle, mais on ne la voit pas, elle est cachée ici. Les montagnes sont toujours pareilles. Et là, c'est les alpages, vous vous rappelez la hutte qu'on a vue? Mais c'est exactement ça, sauf que maintenant il n'y a plus de vaches, il y a des touristes. Ils viennent là, puis ils vivent 2 semaines sans électricité avec une lampe à l'huile et tout ça. Mais c'est super beau, hein? Alors on peut faire des très belles marches, c'est toujours super. Alors, avant de quitter l'Autriche, je voulais vous montrer ça. Et ça, on s'est promené ici. Ça, c'est récemment avec André. Et ça, c'est donc la vallée, donc à l'école. Je suis partie d'ici. Et la maison est là dans tout. Ah, c'est vraiment... Et là, je vais vous montrer que maintenant, on n'a plus... On a les boules comme tout le monde. On a les machines. Et c'est intéressant, ça c'est le village où il y avait mon école. Et ce paysan ici, c'est lui qui est venu aider ma mère. Il lui a apporté de la farine et tout ça. Il lui a montré comment faire du pain parce qu'elle ne savait pas faire la cuisine. Elle venait d'un château et elle ne connaissait pas ça. Donc il était très gentil. Et en plus, il me donnait à tous les jours un repas chaud pendant que j'étais à l'école. Je pouvais aller chez lui à prendre un repas chaud. Ça, c'était en église? Et ça, c'est l'église du village un peu plus loin, mais l'autre église n'était pas, il n'y avait pas une messe tous les dimanches. Donc on allait là, elle était à 10 km. Comme j'ai dit à André, on allait à la messe tous les dimanches, mais si le cheval avait travaillé pendant la semaine, lui, il avait droit à son dimanche. Alors on allait à pied les 10 km. Là, j'ai fini mon école, j'ai fini à Vienne, j'ai fait 2 ans d'une école pour faire étalagiste et un peu marketing. C'était supposé d'être artistique, mais je dis jamais ils vont m'employer artistique, ils vont me mettre dans un bureau, je vais être une secrétaire, sauf que je vais travailler pour les artistes au lieu de travailler pour un comptable. J'avais pas envie, je ne voyais pas ma vie, j'étais très malheureuse, et là j'ai eu encore une fois une chance. Ma sœur, qui en attendant son beau Hollandais qu'elle a épousé en Afrique du Sud, eux aussi ont décidé qu'ils ne voulaient pas éduquer leurs enfants dans un état d'apartheid. Ils ont fait l'application pour venir au Canada et ils étaient au Canada.
Et là, ils ont eu des malheurs, ils ont perdu un enfant, et ma soeur était enceinte d'un enfant. En tout cas, ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Et mon beau-frère m'a dit, si tu veux, je te paye le voyage, tu nous aides, et en attendant, tu peux penser qu'est-ce que tu fais avec ta vie. Alors je lui ai dit, je n'ai pas besoin de penser qu'est-ce que je fais avec ma vie. Moi, je déménage, je prends un visa immigration. Mes parents ont dit, non, pas une autre, non, 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 tu peux pas, tu peux pas. Je dis, regarde, si ça ne marche pas, je peux toujours revenir. Mais je savais que si j'allais juste avec un visa de visite, je ne pouvais pas changer d'idée, il fallait que je revienne. Je dis, moi, il n'y a rien à faire, je viens avec visa immigration. Et dans ma tête, je me dit, moi, je ne reviendrai pas. Et donc, j'ai eu c'était facile, heureusement, l'immigration canadienne. C'était très facile, on avait besoin d'avoir des poumons propres, pas de tuberculose, la tuberculose. Alors, je suis entrée à Montréal au mois d'août. Il faisait chaud, j'ai jamais vu chaud comme ça. Tu sortais de l'avion, on sortait direct. Là, il n'y avait pas des tunnels. Quelle année? En 61. Pouf, comme ça, comme un rideau, tu sors de l'avion, pouf. Je me suis dit, mon Dieu, je pensais qu'il faisait froid quand même. La neige ici. Oh, ben oui, alors là, j'ai appris qu'il y avait des hockey, j'ai appris toutes sortes de choses. Entre autres, j'ai appris qu'on parlait le français. Ça, c'était une surprise que je n'ai pas beaucoup appréciée parce qu'à l'école, chez les Sœurs du Sacré-Cœur, on apprenait le français. Mais c'était toujours mon pire sujet. Je n'aimais pas ça. Et vu que c'était un couvent, moi, je faisais le devoir d'anglais. Et eux, ils faisaient mes devoirs écrits en français. C'est eux qui me les faisaient. En oral. Mais arrivé ici, je ne comprenais rien. C'était une surprise. Je dis, bon, ok, on va faire avec. Alors donc, je suis restée avec ma soeur. Et puis, après ça, j'ai eu la grande chance. J'ai trouvé un travail chez Ogilvy comme étalagiste. Et c'était génial. J'étais en charge de toutes les petites fenêtres qui étaient à côté des portes. Ogilvy était très avant-garde. C'était vraiment très en Noël contemporain. Là, je dis, c'est mieux de grouiller tes fesses parce qu'il faut qu'ils te gardent, parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, j'étais là, et puis là, je me suis trouvée dans le département du display, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais le département du display, il y avait 4 personnes québécoises là-dedans. Puis là, ils m'ont dit, le reste, au début, super anglophone. Hein. Mais le département, c'était francophone. Alors, ils m'ont dit, il faut que tu apprennes. Je dis, je suis tout à fait d'accord. Là, j'ai dit à la fille, je dis, Céline, propose-moi un gars là, puis je vais l'apprendre le français. Mais moi, je n'arrive pas à les rencontrer, les Français, parce qu'il faut dire que j'étais une fille seule qui louait une chambre. Ça faisait très louche. J'avais pas de parents. C'était des gars de bonne famille, là, c'était plutôt louche comme fille. Et puis, c'était pas facile de pénétrer là-dedans. Ils voulaient rien savoir. Donc, les gens que je rencontrais, c'était des espèces de bonhommes. Là, ils partaient en route à Vancouver, ils faisaient un petit job à Montréal. C'est ce genre de... Alors, je dis à Céline, propose-moi quelqu'un, je vais l'apprendre. Et un jour, elle vient et dit, voilà, le chum de mon chum, il vient de casser avec sa blonde. Et puis, ce soir, on va tous à l'Université de Montréal pour assister à un concert de Gilles Vigneault. Et il dit, si tu veux, tu peux venir. J'ai dit, ok. Alors voilà, ça c'était le programme de ce soir. Ça c'est la photo du programme de cette soirée-là. Et cette soirée-là, donc le chum en question, c'était mon chum. Il n'était pas seul, écoutez bien, il n'était pas seul. Il était avec 4 autres de ces chums de poli qui avaient des blondes. J'ai donc toutes rencontré ça le même soir. Et ben, il y a une semaine, on avait l'Oktoberfest à Newton. Les mêmes chums, les mêmes blondes. On se connaît depuis 1962. Wow. C'est fantastique. Alors vraiment, cette soirée-là, c'était spécial. C'était un jackpot, là, je suis vraiment un joyau, là, c'est incroyable que tu peux tomber, d'être complètement tout seul, suspendu, sans amis, tomber là.
dans cette gang-là, c'était le vraiment fameux quelque photo. chose. Et puis, ce chum-là, il y avait une BMW. Ça, c'est une BMW. Elle est plus petite qu'une Smart. Elle est tellement petite qu'on a même eu un billet de stationnement parce que quelqu'un nous a fait une farce. Il a pris l'auto et l'a mis sur le trottoir. Alors la police de Westmount lui a donné un ticket. On est allé à deux et André a dit regardez, il a amené la photo, il a dit au juge regardez, c'est quelqu'un qui me l'a mis là, moi je ne l'ai pas stationné comme ça. Alors le juge a dit moitié auto, moitié ticket. Alors en tout cas, on a passé un été formidable là avec un. À la fin de l'été, il fallait bien prendre une décision parce que André avait obtenu sa bourse Athlone pour aller étudier en Angleterre. C'était d'ailleurs la raison pourquoi la blonde avant moi l'avait quitté, elle n'avait pas envie d'attendre. Alors, le septembre a avancé à grands pas et il fallait prendre la décision quoi faire. Et il n'y en avait pas question que j'aille cohabiter avec André en Angleterre, ça ne se faisait pas. Alors donc, on a trouvé la meilleure solution, c'était de se marier. Alors, il était déjà rendu en Angleterre, on a décidé de se marier en Autriche et on a fait un beau petit mariage le 28 décembre. Et la photo de nous deux devant la porte de l'église, c'était donc pris en 63, mais la deuxième photo que vous avez vue, ça s'était pris 25 ans plus tard. On a fait un retour aux sources, il y avait encore le même prêtre et on a fait une petite cérémonie devant le même portail d'église. Alors voilà, et ensuite, après le mariage, nous sommes retournés à Sheffield, où on a eu notre première petite fille. Et vous voyez la photo à Noël avec mes parents devant le foyer. Et c'est important de vous montrer le foyer parce que c'était le seul engin qui produisait la chaleur dans tout l'appartement. Et ce n'était pas un beau foyer en céramique comme en Autriche, mais bien un foyer ouvert qui marchait au charbon et qui donnait très peu de chaleur, il faut dire. C'était vraiment un peu désagréable, l'appartement était très humide et on a souffert un peu, mais d'un autre côté, on était nouvellement mariés et puis dans ce temps-là, les choses sont beaucoup moins graves. Et vous voyez d'ailleurs que notre petite fille s'est très bien portée, il y a voilà son premier anniversaire, elle était en pleine forme et on a fini les 3 ans de Sheffield très bien. Et donc, après, en 66, on est revenu au Canada pour y rester. Et bientôt est venu au monde notre fils Marc-André. Et ensuite est venue au monde notre fille Aline. Et on avait une petite maison à Pierrefonds et André travaillait. Et voilà, ces années-là, c'est qu'on a acheté en 1976 un petit chalet en bois rond sur le lac Boireau, à Notre-Dame de la Merci. Et puis, on a cherché ce chalet-là en 2 autos, avec la bisaïeule, la grand-mère, 2 autos, plein de monde pour chercher. Alors, moi je conduisais une, André l'autre, on ne pouvait pas se parler, on l'a visité. Puis moi, pendant tout le retour, j'ai dit, moi c'est ce chalet-là que j'aime, mais il ne va jamais vouloir, il faut tout faire, il n'y a rien ce qu'on veut qu'il y a ce chalet-là. Alors je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Rendu à la maison, je dis, André, puis lequel tu as aimé? Il dit, moi, j'ai aimé celui-là. Je dis, mais comment tu as aimé celui-là? Il n'a rien de ce qu'on voulait. Il dit, oui, mais moi je l'aime. Je dis, moi aussi je l'aime. Alors, on dit, ok, alors c'est lui qu'on a acheté. Et puis on a vécu de 76 jusqu'en 98 dans ce petit chalet-là. Et maintenant, on vit en permanence. Le petit bout est encore là. Oui, mais le petit bout, ça c'est parce que ce bout-là était fait en bois rond par le gars qui nous l'a vendu. Mais il avait ajouté une partie en plywood. Alors on a détruit la partie plywood et on a construit la maison parce qu'on avait une douche, mais je veux dire, c'est une moron. Et là maintenant, voilà, ça c'est la maison maintenant. Puis, et voilà le lac avec le bateau. Alors on a trouvé la paix et le bonheur ici.
Et je ne suis pas retournée au travail parce qu'on avait un peu de problème avec notre fille la plus jeune. Donc je suis restée à la maison et j'ai commencé à prendre des cours de poterie. Alors j'ai commencé à faire des expositions, ça c'est le sous-sol à Pierrefonds. Et j'ai donc fait des expositions de poterie. Et après ça, j'ai voulu quand même faire plus. On avait déménagé à Ville-Mont-Royal et là, il y avait un grand centre de loisirs qui avait un grand atelier de céramique. Donc je suis rentrée là-dedans, j'ai commencé à prendre des cours, mais très vite, j'ai commencé à donner des cours. Alors j'ai donné des cours là-dedans de peut-être 83 jusqu'en 2004. Et puis j'ai décidé de parfaire mon éducation. Je suis allée à Concordia et j'ai fait mon bac en art. Et là, avec option céramique, et là j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont été utiles parce que j'ai appris d'autres cuissons que j'ai pu montrer aux élèves. Ça, c'en est une qui est c'est quand même assez grand, puis les fours à Concordia étaient plus grands et tout ça. Alors ça, c'est ma vie. Il y a ici la partie Prague, avec, ça c'est la tour de Prague, si quelqu'un l'a visitée, elle est très connue avec l'horloge, avec la porte que vous avez vue, que je jouais devant la porte, etc. Ça, c'était la partie Autriche. J'ai mis une grande fenêtre pour montrer l'ouverture qui existait dans notre maison envers le monde, ma bicyclette bleue, important, etc. Et ça, c'était le Canada qui était beaucoup de forêts et puis beaucoup des rues toutes carrées, ce qui m'avait impressionné parce qu'en Europe, les routes sont en général pas carrées. Et j'ai appris le raku. Alors ça, c'est une cuisson de céramique particulière qui est un peu spectaculaire parce que on chauffe les pièces très vite jusqu'à ce qu'ils soient incandescents. Après ça, on les prend avec des pinces, on les met là dans un baril avec le grain de scie. Ils prennent feu, on ferme le couvercle, ça fait une réduction, l'oxygène brûle, enfin, ça change toutes les couleurs. Et c'est très excitant. Donc j'ai amené régulièrement les élèves de Ville-Mont-Royal, sont tous venus faire du raku chez nous. Et ça faisait un beau volet différent. Ça, c'est une des foires quelque part que j'ai fait. Alors, il y avait des nains de jardin, des fontaines, des animaux, des ours, des lampes, enfin, plein de choses comme ça. Lui, il s'appelait le dernier poisson parce qu'elle a tous ses bébés à nourrir, mais elle a un seul poisson. C'est un peu un thème écologique, là. Et ça, c'est deux sentiments. Il y a un visage qui regarde en haut, puis un visage qui regarde vers le bas. Et enfin, ça, c'est des sculptures. Mais les sculptures, ils avaient tendance à devenir de plus en plus grands, mais moi, je devenais de plus en plus vieille. Ça, c'est plus ludique. Ça, c'est mes poules de comité. Parce que si vous avez un problème, vous faites un comité. Puis là, ça jase, et à la fin, on ne sait même plus où était le problème. Il y a eu. J'avais vendu beaucoup, ça avait des poules de comité. Mais comme je dis, avec le temps, je trouvais que la céramique, c'était très physique, c'était dur, j'avais mal partout. Et puis, j'ai rencontré les gens d'Arboréal. Alors, j'ai décidé de fermer mon atelier de céramique et de me lancer en peinture. Et puis donc en 2011, j'avais loué cet espace dans le Vieux-Montréal, un très bel espace, et j'avais fait une première exposition solo là avec mes peintures et aussi avec ce qui me restait comme sculpture ici de céramique. Et malheureusement, elle a fermé ses portes, alors je ne peux pas recommencer parce que c'était vraiment très très belle. C'était coin Saint-Laurent et la commune. Elle était géniale. Ouais, ça a vraiment bien été. Et voilà, c'est un peu il y avait pas mal de monde, j'étais contente. Et maintenant, évidemment, il y a Arboréal. Alors, on a nos expositions à l'église, on a l'exposition à la salle Saint-Georges. J'espère que vous avez tous vu nos expositions. Ah oui, c'est tellement fun. Et puis, c'est un groupe très dynamique. Je suis très chanceuse de les avoir rencontrés ici. C'est quand même, c'est pas grand Saint-Donat, c'est quand même, on a à peu près 50 membres. On donne plein d'ateliers, on a des cours, c'est très dynamique, c'est le fun. Et alors c'est ça ma vie, et des fois, 2 fois par mois, je vais au foyer, au centre du jour. Et là on fait, ça c'est juste un exemple, mais Ginette, la responsable, elle imprime des choses de l'internet des bonhommes. Là-bas c'était des scènes d'hiver, ils colorient.
Puis moi, je fais l'arrière-plan, puis là, on colle tout dessus, puis à la fin, ils ont le tableau, puis tout le monde est content parce qu'on a fait un tableau. Donc, et c'est ça ma vie à Saint-Donat. Très intéressant. Accepté de nous présenter la si longue vie en train de vivre. J'imagine que si vous vouliez décrire votre vie, il y aura un atelier qui commence avec Suzanne qui s'appelle J'écris ma vie, mais vous, ça prendrait au moins 3 ans. Merci beaucoup. Et merci à mon chum d'avoir, parce que ces photos-là, il fallait toutes les digitaliser, là, je n'aurais pas